Mesdames et messieurs, bonjour, bon dimanche à tous. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Ce dimanche, Opinion a le plaisir et l'immense honneur de recevoir Mamadou Diop Decroix, ancien ministre, et il est le secrétaire général d'Ande Jëf PADS. Mamadou Diop Decroix, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cette invitation, encore une fois, sur ce célèbre plateau d'opinion. Donc, je vous remercie. J'en profite pour saluer toute l'équipe de Walfadjri, avec Cheikh Niass, et sans oublier mon ami Sandiogou, Moustapha Diop et toute l'équipe de chroniqueurs. Sandiogou qui sait bien vous imiter, hein? Sandiogou qui sait très bien vous imiter. C'est mon ami. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une fois n'est pas coutume, Mamadou Diop Decroix, nous abordons d'abord l'actualité brûlante de ce monde. Ensuite, nous traiterons des sujets domestiques. L'actualité brûlante, disais-je, avec cette guerre déclenchée ce vendredi par Israël contre l'Iran. L'opération Lion dressé qui a fait à ce jour plusieurs morts et de nombreux blessés de part et d'autre. Quelle réflexion vous inspire cette énième escalade lancée par Israël? Je vous remercie beaucoup, Pierre, pour cette question. Comme vous dites, une fois n'est pas coutume, il est très rare sur nos plateaux de télévision de voir des discussions qui portent sur des événements hors du pays. Mais je crois que je m'en suis souvent plaint, mais je pense que désormais, on va devoir intégrer dans nos échanges ce qui se passe dans le reste du monde. C'est une actualité qui s'impose même aux médias actuellement. Tout à fait. Le Sénégal n'est pas sur la lune et le Sénégal est sur terre. Israël a déclaré la guerre à l'Iran. C'est clair et net. Et la réaction iranienne, cette pluie de missiles balistiques sur Tel Aviv, sur Jérusalem, montre clairement que quelque chose a basculé dans le monde. On n'est plus avant cette contre-attaque iranienne et aujourd'hui, après cette contre-attaque, le monde a changé de base. Le Moyen-Orient a changé de base. C'est la fin d'un mythe de l'invincibilité d'Israël, de l'impossibilité, pour ainsi dire, d'attaquer, de toucher Israël. Israël a été touché au cœur. C'est la raison pour laquelle... Vous dites désormais, plus rien ne sera comme avant. Absolument, tout à fait. Je crois qu'il est important qu'on s'arrête sur cette question parce que c'est toute une conception du monde. La manière dont le monde a fonctionné de 1945 à maintenant, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle le double standard, la façon de concevoir le monde par l'Occident, qu'il a réussi à imposer à un certain nombre de pays, et aussi d'ailleurs à une forme d'aliénation même au sein des populations. Israël n'a pas signé le traité sur la limitation des armes nucléaires. Il faut bien le savoir. Israël n'a pas signé ça. Mais Israël exige qu'on contrôle si l'Iran est prêt d'avoir une arme nucléaire ou pas, alors que lui n'a rien signé. Israël ne participe à aucune discussion sur la limitation de cette arme-là au Moyen-Orient. Il y a des discussions qui se mènent. Israël ne prend pas part à ces discussions, mais il compte régenter toute la région. Lorsque Saddam Hussein il a été pendu haut et court parce que tout simplement on a estimé qu'il pouvait, il décelait, il détenait des armes de destruction massive.
il s'est avéré qu'il n'en était rien. Israël a attaqué l'Iran pour prévenir, soi-disant, la production par l'Iran de l'arme nucléaire. Pourtant, lui, il a l'arme nucléaire. Donc, cette façon de faire viole toutes les règles des Nations Unies, tous les principes de la communauté internationale. Je crois que l'ONU doit avoir entre 190 et 200 pays. 193, m'a-t-on dit. Mais Israël ne respecte aucune règle des Nations Unies. Et pendant ce temps, en Occident, ils disent on soutient Israël malgré tout. Israël est en train de commettre un génocide à Gaza, mais Israël est soutenu. Israël a envahi le Liban, a attaqué le Liban, mais à Beyrouth, la capitale du Liban, mais ils soutiennent Israël. Israël attaque la Syrie, mais ils soutiennent Israël. Justement, c'était ma question. Israël donc est en guerre contre le Hamas, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans la bande de Gaza, contre Hezbollah au Liban. Aujourd'hui, il ouvre un autre front contre l'Iran sans que personne ne lève le plus petit doigt. L'État sioniste est-il devenu intouchable? Justement, c'est jusqu'à ce que l'Iran montre qu'il est parfaitement intouchable et ça va continuer. C'est-à-dire, écoutez, Hitler a déclenché la guerre mondiale, mais Hitler a perdu. Et il en sera ainsi éternellement. C'est-à-dire que quand on agit comme Netanyahou est en train d'agir, on ne peut que courir à sa perte. C'est ça la vérité. J'ai appris que l'Iran aurait dit qu'il n'a pas fini avec Israël. Je lisais tout à l'heure qu'il prévoit d'envoyer 2000 missiles balistiques et autres sur le territoire israélien. L'objectif est d'effacer de la carte Tel Aviv, la capitale israélienne. Alors donc, si on veut la paix dans le monde, il faut travailler à établir la justice et l'équité dans le monde. Aujourd'hui, vous avez vu la position de tous les pays qu'on appelle les pays du Sud. Le nom m'échappe, mais c'est l'Iran est dedans, hein, la Russie, le Brésil, les BRICS, la Chine, les BRICS. Oui. Et d'une façon générale, tous les autres d'ailleurs, qui sans être dans les BRICS, mais au fond sont sur les mêmes positions. Alors, ce monde-là n'est plus comme celui qu'il était pendant la conférence de Bandung, qu'on appelait le tiers-monde, c'est-à-dire ces vastes étendues de terre très peuplées, beaucoup plus peuplées que l'Occident, mais appauvries par l'exploitation et l'oppression. Ça a changé aujourd'hui. Et donc, il faut redéfinir les relations dans le monde si on veut la paix. L'Occident ne veut pas perdre ses avantages. C'est vrai que les avantages, on les abandonne pas comme ça. Il faut qu'on vous les arrache. Et c'est ce qui est en train de se passer. Comme m'a dit un grand écrivain, politologue, analyste, Emmanuel Todd, Donald Trump ne fait que gérer in fine la défaite de l'Amérique. Il y a une défaite stratégique des États-Unis aujourd'hui. Et nous autres en Afrique, nous devrions commencer à réfléchir Justement, Mamoudou Diop Decroix, selon vous, jusqu'où peut mener cette escalade? Autrement dit, le risque d'une troisième guerre mondiale est-il réel? Absolument. D'ores et déjà, la guerre régionale au Moyen-Orient est déclenchée. Parce que, vous savez, Israël, ce n'est pas seulement les problématiques
économique. Vous voyez, avec ses alliés occidentaux, etc., c'est vrai que c'est extrêmement important, mais Israël aujourd'hui est gouverné par une clique d'idéologues, une extrême droite d'illuminés, là, et voilà, et qui pensent que le monde doit être à leurs pieds. Ils se croient investis d'une mission, quoi. Voilà, et donc cette dimension idéologique, elle est fondamentale, mais elle rencontre une autre dynamique idéologique qui est celle de l'Iran. L'Iran est prêt à tout. S'il faut disparaître de la planète, l'Iran est prêt à disparaître. Et quand vous êtes sur ces positions, vous êtes respecté. J'ai parlé tout à l'heure de la fin tragique de Saddam Hussein, de la fin tragique de Muammar el-Kadhafi, parce que simplement, il n'avait pas la bombe nucléaire. Et donc, l'Occident savait qu'il pouvait piétiner et humilier ses leaders. Regardez Kim Jong-un, le jeune Kim Jong-un, qui a 41 ans, moins âgé que notre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La Corée du Nord a la bombe. Elle a l'arme nucléaire. Saddam Hussein, Donald Trump est allé jusqu'à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, pour saluer Kim Jong-un. Donc pour se faire respecter dans ce monde, il faut être doté. C'est le rapport de force. Voilà, il faut avoir une bombe nucléaire. L'Occident, c'est ça. On en est arrivé là, dans ce monde. L'Occident impérialiste ne connaît que le rapport de force. Et je crois que l'Iran est en train de montrer que il faut que les gens se respectent. Ça va changer beaucoup de choses, j'imagine. Si la diplomatie, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la stabilité, nous sommes, etc., dans le monde, parce que notre pays aujourd'hui a besoin de paix, de stabilité, d'un environnement favorable pour accélérer son développement. C'est le cas de l'Afrique. L'Afrique n'agresse aucun pays dans le monde. L'Afrique veut la paix. Mais lorsqu'on a des protagonistes qui, eux, considèrent que le monde doit continuer à rouler à leur bénéfice et à leur profit, il faut absolument qu'en face, ils puissent avoir un contre-pouvoir, une digue pour arrêter tout cela. On en est là aujourd'hui et je pense qu'il faut véritablement s'en féliciter. Et que dire du monde arabo-musulman qui est là, absent du débat? Et il sera présent désormais dans le débat parce que, vous savez, l'Occident, c'est pour moi la dimension idéologique, la dimension aliénation. Elle est fondamentale dans le monde d'aujourd'hui. Noam Chomsky, qui est un Américain, qui a beaucoup écrit sur la problématique de la manipulation des opinions dans le monde, a bien montré cela. Voilà un pays qui ne respecte Israël, qui ne respecte aucune règle et qui exige qu'en contrepartie, les gens le respectent. Et même chez les musulmans, dans le monde arabo-musulman, voilà, vous avez des gens qui fonctionnent un peu comme ça. Ici au Sénégal, l'ambassadeur d'Israël a des relations assez solides. Bon, je n'entre pas dans le détail. Mais ça va changer parce que justement, dans les têtes, ils avaient mis l'idée que Israël est inattaquable, invincible. Personne ne pouvait percer le dôme de fer, etc. L'Iran a montré que le dôme de fer était pour lui 3 fois rien. Et ça va changer les mentalités et la psychologie. Le Hamas va reprendre du poil de la bête. Le Hezbollah à Beyrouth, en Iran, au Liban, pardon, va reprendre du poil de la bête. La Syrie, l'Irak, etc., etc. Toutes ces composantes-là vont se préparer à repartir au combat. Et donc, l'un dans l'autre,
même les pays qui traditionnellement sont proches des États-Unis, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, etc., vont devoir revoir leur position. Ouais. Et le Sénégal dans tout ça, jusqu'à ce samedi après-midi, aucune réaction officielle du Sénégal. Quelle doit être la position de notre pays? Mais le Sénégal a une position très singulière là-dedans, puisque n'oubliez pas, Pierre, que depuis sa création aux Nations Unies, le comité pour le respect des droits inaliénables du peuple palestinien est présidé par le Sénégal. N'oubliez pas que Yasser Arafat, qui était le président de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, voyageait avec un passeport sénégalais délivré par le président Senghor. Donc il y a une relation très étroite au Sénégal, comme vous le savez. Il y a régulièrement des manifestations de soutien au peuple palestinien. Donc le Sénégal a un rôle historique à assumer. A un rôle historique. Oui. Alors, il faut qu'il l'assume, non? Non, mais attendez. Cela dit, on est quand même... C'est une guerre. C'est pas une situation ordinaire, etc. Il faut l'apprécier. Et je considère que les autorités sénégalaises sont en train d'apprécier cela pour voir un peu quel rôle et quelle initiative le Sénégal devrait pouvoir prendre dans le contexte actuel. Je suis certain que le Sénégal ne sera pas silencieux et un tout petit peu observer les choses de loin. Non, ce ne sera pas le cas. Oui. Une bonne transition pour parler de la diplomatie sénégalaise. Comment l'appréciez-vous depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, surtout à la lumière de cette élection-là perdue par Amadou Hott à la Banque africaine de développement? Non, mais bon, franchement, moi, vous savez, bon, c'est des discussions qui sont... On est en démocratie, chacun a son opinion et tout cela. Mais le Sénégal a présidé la Banque africaine de développement, n'est-ce pas? Oui. Bon. Il y a 54 pays en Afrique. Je crois que le mandat du président de la Banque africaine, c'est 5 ans, tous les 5 ans. Je crois, hein? Oui. Je n'en suis pas sûr. Bon. Alors, si vous multipliez 50, pas 54, 50 par 5, c'est 250 ans. Si on disait, bon, c'est par tour de rôle, le Sénégal attendrait 200 ans. Ah, mais ce n'est pas si mécanique que ça. Non, c'est pas mécanique. Oui. Mais c'est pour montrer la nécessité de garder sa sérénité, d'être raisonnable. Bon, Hott est capable de diriger la Banque africaine de développement, tout comme l'actuel président est capable de diriger cette banque. D'ailleurs, il est aussi le président de la BOAD, si je comprends bien, la Banque ouest-africaine de développement. Donc, il a le profil qu'il faut. Bon, donc, on peut souhaiter que nos ressortissants puissent jouer des rôles de premier plan à l'échelle internationale. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fin du monde non plus. Et donc, ce n'est pas une candidature, je crois, savoir, qui était portée au départ par les nouvelles autorités. Je crois savoir que c'est le régime précédent qui avait déjà introduit la candidature. N'est-ce pas? Oui. Donc, si on veut parler de la défaite de Hott, c'est également égale défaite des nouvelles autorités, c'est pas ça. Cette façon de voir n'est pas correcte. Elle est erronée. Mon ami et frère Ablaye Bathily était candidat à l'époque également. Le fait qu'il n'ait pas gagné le combat pour la commission de l'Union africaine, je crois, n'était pas non plus... Mais qu'est-ce qu'il faut en déduire? Que notre diplomatie est en perte de vitesse? Ce que j'en déduis, c'est que ce n'est pas un critère pertinent pour apprécier une diplomatie. Une diplomatie, on l'apprécie sur d'autres critères, les critères économiques en particulier. Ah oui, ça c'est un problème africain. Moi, quand j'étais ministre du Commerce,
en général, les ambassadeurs qui quittaient la cérémonie de remise des lettres de créance venaient immédiatement au ministère du Commerce. Mais parce que pour eux, c'est ça. Le monde, c'est le commerce. Mais même dans les gouvernements, en général, les gouvernements africains, le ministère du Commerce n'est pas considéré comme... Voilà. Ouais. Si vous allez en Chine, le ministère du Commerce et de la coopération gère pratiquement toutes les relations entre la Chine et le reste du monde. J'ai visité ce ministère du Commerce. Il a la dimension du building, le seul ministère à la dimension du building Mamadou Dia, qui est le building du gouvernement. Donc il nous faut changer de paradigme au Sénégal. Il faut changer de paradigme. Et très honnêtement, Pierre, pour ne rien vous cacher, moi je suis très content quand j'ai vu comment le Premier ministre a réagi, Sonko, en accueillant son collègue du Congo. Il a abordé cette question en montrant que l'Afrique doit également changer de base, de paradigme dans le domaine des relations internationales. Il a montré que les visites d'État, les visites entre pays, on accorde énormément plus d'importance à des visites qui proviennent hors d'Afrique qu'à des visites qui proviennent d'Afrique. Oui, c'est la remarque. C'est l'aliénation. C'est l'aliénation. On dit du Premier ministre là qu'il ne fait que les pays africains. Or, il devait se rendre en Europe, aux États-Unis, en Chine, pour une coopération beaucoup plus fructueuse. C'est l'aliénation. Vous pensez que c'est un argument qui ne résiste pas à la critique? Donc, oui, c'est ça. Il a montré que nous devons changer cela. Et il a raison. Je crois qu'il a donné un exemple. Le bois. Dit que nous achetons le bois, 100 milliards, je crois, qu'on dépense pour acheter des meubles, etc., du Congo. Mais le bois congolais, il est transformé en Europe avant de revenir en Afrique pour qu'on l'achète. Mais c'est de l'absurdité. Mais les relations ont été construites par l'ancienne puissance coloniale pour qu'il en soit ainsi. Donc il faut absolument changer ce paradigme-là. Je regardais, en 2006, moi j'ai fait un article, à l'époque j'étais ministre du Commerce, je venais de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong, où on a buté pendant toute la semaine de la réunion sur le dossier agriculture. Ils subventionnent leur agriculture à des niveaux jamais égalés. Aujourd'hui, les États-Unis doivent être peut-être à plus de 8 milliards de dollars de subventions pour 20 000 cotonculteurs, des agriculteurs qui sont sur la filière coton. Je sais qu'à l'époque, c'était à 4 milliards, mais l'Afrique avait perdu à l'époque 500 millions de dollars américains parce que simplement, nous, on ne peut pas subventionner notre agriculture. Et les gens veulent que ça continue. Donc, quand vous regardez, à l'époque, j'avais dit, montrer que le commerce intra-africain, si le commerce intra-africain progressait un point, ce serait l'équivalent de l'aide publique au développement que les Occidentaux nous donnaient. Si vous regardez l'Union européenne, le commerce intra-Union européenne, c'est 70%. Si vous regardez le commerce de ALENA-NAFTA, c'est-à-dire Mexique, États-Unis, Canada, le commerce est à 60%. Si vous regardez l'ASEAN, le commerce intra-ASEAN, c'est-à-dire les pays d'Asie du Sud-Est, etc., c'est à 50%. Le commerce intra-africain est à 15-16%. Il faut changer ça. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai approuvé fortement le fait que le Premier ministre soit déplacé déjà à Ouagadougou, après l'avoir fait au Mali, et puis là, Sierra Leone, Guinée, etc. Il faut construire. Le président lui-même a fait beaucoup de déplacements. Ils ont une responsabilité, moi je le dis tout le temps. S'ils jouent
s'ils assument cette responsabilité, ils l'ont. S'ils ne l'assument pas aussi, ils l'ont. Et donc, il faut qu'ils l'assument avec fermeté, avec résolution, avec patience, parce qu'ils peuvent le jouer. La façon dont ils sont arrivés à la tête... Diversifier aussi les partenariats. Il faut diversifier les partenariats. Aller en Afrique, c'est bien, mais aussi aller aussi en Europe, aux États-Unis, en Chine. Je m'attarde sur l'Afrique. Parce que justement, sous prétexte de diversifier le partenariat, pendant 60 ans, on ne s'est pas occupé de l'Afrique. Oui, il faut diversifier. Pour diversifier, il faut d'abord commencer par là où vous êtes, pour bien montrer que vous êtes là-dedans. Mais attendez, Pierre, jusqu'en 1956, tous les pays là d'Afrique de l'Ouest francophone avaient un seul patron, le gouverneur général de l'AOF. C'est tout. La même administration, les mêmes règles, les mêmes francs. C'était intégré. La France, avant de partir, a dissocié ces pays, les a séparés. Avant de partir, c'était fait exprès. Pour ensuite pouvoir maintenant exploiter chacun d'entre eux séparément. Depuis lors, on n'a pas été fichu, excusez-moi du terme, de régler ce problème-là. Et vous voulez qu'on s'en sorte? Non. Donc moi, je les encourage vivement à continuer ce combat-là. Moi, je disais à mes amis, mes proches, je dis, moi, si je dirigeais ce pays-là, mais non voisin, je vais aller à Nouakchott. Je dis au président, je ne bouge pas, je squatte. Je fais ce qu'on appelle, comment on appelle ça, quand on va s'asseoir devant le patron, les syndicats là. Sitting. Bon, sitting, voilà, oui. Sitting, j'en ai fait tellement. Alors, donc, je fais le sitting. Tant qu'on n'a pas signé, il va signer. Je fais ça à Conakry, à Bamako, je fais ça partout. C'était une façon de caricaturer, puisque ça a déjà existé. Donc, pour moi, la bataille fondamentale, elle est là. Ça fait 4 millions et quelques kilomètres carrés, à peu près la superficie de l'Inde. Mais l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. Nous, ici, cette superficie, vous enlevez le Nigeria, nous avons 4 millions de kilomètres carrés. Et est-ce qu'on fait 200 millions? Et cet espace est infiniment plus riche que l'Inde. Donc, on doit pouvoir s'en sortir. Oui. Alors, vous dites qu'il faut... Oui, diversifier. Il faut diversifier, oui, je suis d'accord. Au moins, vous êtes d'accord. Apparemment, on a annoncé un voyage de Ousmane Sonko en Chine. En Chine. Oui. Ah, ça, c'est essentiel. C'est essentiel. J'ai écrit il y a 4-5 ans, en 2020, un long papier avec mon ami Cheikh Nia, qui me représente en Amérique du Nord, qui est à Norfolk, en Virginie, que j'ai appelé La Chine et nous. La Chine a chassé les impérialistes en 1949. Nous, on a pris notre indépendance en 60. Donc 50-60, ça fait 10 ans de différence. Mais la Chine, à 1,4 milliard d'habitants, la Chine a réglé le problème de la faim. Aucun Chinois n'a faim. Ici, 20 millions d'habitants, même pas. On n'a pas réglé le problème de la faim. On parle de souveraineté alimentaire depuis nos indépendances. Pas de souveraineté. Alors, oui. On est loin du compte. J'étais une fois allé avec le président Wade en Chine. Alors, après les visites, etc. et tout, quand on est retourné à l'hôtel, il me cherchait. On m'a dit, le président te cherche. Alors je viens, il me dit, ah oui, c'était juste pour avoir ton avis, toi qui étais quand même un jeune maoïste, etc., etc. Je dis, monsieur le président, ce qu'on a vu est très important. La Chine a fait d'énormes progrès. Mais ce n'est pas... Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le visible. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont fait pour en arriver là. Au fond, c'est ça qui est important. Et si vous... Et s'en inspirer aussi. C'est pour s'en inspirer. Oui. Et quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous voyez?
d'abord la discipline. On ne peut pas avoir ce qu'on veut, en tout cas le développement, l'aisance, avoir une maison, avoir du travail, avoir, etc., etc. Mais le Sénégal a tout ce qu'il faut pour que ses citoyens puissent avoir cela. Mais les paradigmes, les conditions à remplir pour l'avoir, c'est ça qui nous manque. Et ça, c'est parmi les critères fondamentaux, la problématique de la discipline. Bon, la rigueur, etc., etc. Bon, je ne veux pas... Oui, en un mot, Donc, il nous faut une retiens, sorte de reconversion des mentalités. Voilà, ce que je retiens, c'est que pour moi, les autorités actuelles sont en train de tenir les deux mamelles qui peuvent nous permettre d'avancer, c'est-à-dire cette intégration sous-régionale, d'abord, on peut parler par la suite de l'intégration africaine en tant que telle, et l'autre mamelle, c'est des relations de respect mutuel, d'avantages mutuels, etc., tels que la Chine l'introduit dans ses relations depuis Bandung. Et donc ce voyage-là, pour moi, est un voyage extrêmement important qui devrait permettre vraiment d'équilibrer les relations. Dernier point sur la diplomatie, Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. En tout cas, l'idée est évoquée et fait son bonhomme de chemin. Est-ce une idée qui vous parle? Est-ce que c'est une idée qui vous parle, Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies? Mais je ne sais pas qui a le droit d'être candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Si les textes qui sont définis lui permettent d'être candidat, et s'il veut être candidat, il est libre d'être candidat, où est le problème? Maintenant, j'ai suivi cette discussion, hein, oui. Mais je trouve qu'on va trop vite en besogne, on danse plus vite que la musique. Attendons que Macky Sall soit candidat. S'il est candidat officiellement déclaré, en ce moment-là, les Sénégalais prendront position. C'est tout. Le gouvernement doit-il le soutenir ou pas? Non, ça, je n'en arrive pas là. Parce que ça, justement, c'est la dynamique du par-parlot. C'est la dynamique du par-parlot. Au Sénégal, c'est là le par-parlot. Moi, si je dis que le soleil se lève à l'est, celui qui n'est pas d'accord trouvera le moyen de me dire que non, c'est à 15 degrés plus ou 15 degrés moins. Je ne suis pas dans ce débat-là. Le dialogue national qui a rendu ses conclusions la semaine passée. Alors globalement, que pensez-vous des conclusions du dialogue national avant d'en arriver à certains points d'achoppement? D'abord, j'avais fait un petit papier, moi j'écris souvent, que j'avais intitulé, je ne l'ai pas publié, que j'appelais dans la foulée du dialogue national. Parce que vous avez abordé la question de Macky Sall qui est candidat, oui, etc. C'est comme le problème des compatriotes qui sont arrêtés, qui sont sous mandat de dépôt, etc., etc. Moi, je disais que quand même, on a eu ce dialogue national. Tout le monde a félicité le président. On a dit, il y a des consensus, il y a des points de désaccord, etc. Mais pourquoi ne pas prolonger cette affaire pour quand même mettre de l'ordre dans notre pays? Que s'il y a des débats, que les débats portent sur comment faire pour que ce pays aille plus vite et plus loin sur les problématiques de développement, plutôt que sur Moussa, sur Ngagne, sur Jean, sur Paul, sur Astou. Il faut élever le niveau du débat. Mais bien sûr, il n'y a même pas de débat pour parler de relever. Parce que pour parler de relever le niveau du débat, il faut qu'il y ait un débat. Oui. Ce qui se passe n'est pas un débat. Et donc, moi je suis pour qu'on continue, puisque vous m'avez posé une question sur le dialogue national, oui, parce que moi j'ai toujours, mon approche, c'est il faut que les discussions qu'on a puissent servir, mais le pays. On a discuté. On a dit, oui, machin, c'est bien, tout le monde a appelé. Pendant ce temps, sur les plateaux, tu n'as pas le sentiment que
que les conclusions ou l'état d'esprit, etc., aient influencé positivement les plateaux. Donc il faut en discuter. Moi, je suis pour que les gens en discutent et qu'ils trouvent définitivement une solution à ce problème, qu'on arrête de nous insulter mutuellement et que celui qui veut parler, qu'il parle de l'agriculture, de la santé, de l'école, de la diplomatie, des fusées, etc., etc. Mais on ne peut pas. Oui. Ailleurs, il est question d'aller sur Mars. Mais au moment où au Sénégal, on parle on débat du sexe des anges. Alors qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Dieu en est témoin, ils ne sont pas plus intelligents. Mais alors, pourquoi nous allons continuer à perdre notre temps sur vraiment à nous diviser? C'est comme si on était satisfait de nous diviser. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Hein. Bon, mais je suis optimiste. Vraiment, je suis très optimiste parce que, bon, au fond, si vous regardez tout ce qu'on appelle cette classe politique, bon, cette société civile, etc., on est tellement imbriqués qu'il suffit qu'on ait juste la volonté pour que ça se règle très rapidement. Quand, je le disais à une autre occasion, lorsqu'il y a une peine, une douleur qui frappe l'un d'entre nous, vous trouvez tout le monde là-bas. Oui. Tout le monde est là. Et puis quand ils sont là, les gens discutent. Oui. Et c'est pour cette raison que les Sénégalais pensent que la classe politique, là, vous faites du cinéma. Vous parlez de cinéma. J'étais avec feu mon grand frère Mbaye Jacques Diop. À Bamako, c'était en 96, je crois, à une discussion, un séminaire sur justement les CENI, Commission électorale nationale indépendante. Peut-être qu'on en parlera. Alors, moi j'étais favorable à la CENI. Mbaye Jacques n'était pas favorable à la CENI. Parce qu'à l'époque, le Parti socialiste n'était pas favorable à la CENI. Alors, quand on est dans la salle, on se tape dessus comme c'est pas possible. Quand il y a pause, les gens nous trouvent en train de prendre le café, de discuter et de se marrer. Au troisième jour, il y a 2 ou 3 gars qui sont venus nous trouver en disant « Mais vous là, on ne comprend pas. Dans la salle, vous êtes comme ça, et après la salle, vous prenez du café. Mais est-ce que vous croyez à ce que vous dites dans la salle ?» On dit « Oui, bien sûr, chacun a ses positions, mais ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis. » Donc, ça c'est dans notre culture. C'est un des atouts majeurs que nous ne devons pas laisser passer. Majeur, ça n'existe plus en Occident. En Occident, nous, Pierre, toi et moi, on habite en face, dans un immeuble. Si vous sortez et que je vous vois, moi je sors, je vous vois sortir, je referme ma porte jusqu'à ce que vous partiez. Pour ne même pas avoir peut-être à vous dire bonjour. Ça n'existe pas ici. Alors, mais ça, bon, encore une fois, moi j'interpelle les autorités. Hein. Oui. Politiquement, j'interpelle aussi les autorités. C'est une responsabilité qu'il faut assumer. Parce que si on ne change pas nos mentalités, c'est comme je dis souvent, on ne peut pas vouloir le changement sans que nous-mêmes nous ne changions. C'est pas possible. Voilà. Durant ce dialogue, il a été aussi question du statut du chef de l'opposition, mais vous, publiquement, vous avez exprimé votre désaccord. Vous avez parlé de produits d'importation. Alors, pourquoi êtes-vous si réticent à l'idée qu'on donne un statut au chef de l'opposition? Ce n'est pas une question de réticence. C'est une question de rendre compte de ce qui se passe. C'est tout. C'est tout. Vous savez, c'est pour ça que l'histoire est importante. C'est pour ça que l'histoire a été écrite. Les colonisateurs, les colonialistes ne nous ont pas laissé écrire notre histoire. Ceux qui ont pratiqué le commerce triangulaire des êtres humains, c'est-à-dire l'esclavage, ne nous ont pas laissé écrire cette histoire. Nous avons le devoir et l'obligation de réécrire notre histoire.
Et là-dessus, cette histoire de chef de l'opposition, ça n'intéresse pas le Sénégal. Ah oui. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous ça avez... revient à chaque Attendez. dialogue, ça Est-ce revient que- comme Est-ce qu'avant une rengaine. avant l'an 2000, est-ce que vous avez jamais entendu parler de chef de l'opposition? Jamais. Pourtant, Abdoulaye Wade il avait le principal parti de l'opposition, le PDS. Il a toujours travaillé avec toute l'opposition, a toujours travaillé ensemble. Je me souviens, à l'époque de la CONACPO, on avait un meeting, ce qu'on appelle le parc à Mazout, là, près de Colobane, je crois. Oui. Et on devait établir la liste des intervenants, l'ordre alpha. Alors, certains ont dit, bon, on laisse quand même le président Wade, à l'époque on disait Maître Wade, prendre la parole le dernier, parce qu'il parle, après la foule s'en va. Parce que c'est lui qui drainait principalement. Oui. De fait, il était le chef de l'opposition. Mais les autres ont dit non, ordre alphabétique. Ah bon? Le maître Wade, le président Wade, a dit bon, écoutez, franchement, c'est pas la peine de continuer à discuter, on fait l'ordre alphabétique. Il y avait des partis qui venaient après PDS, après P. Oui. Mais quand on a donné la parole au président Wade et qu'il a fini de parler, tout le monde est parti. La question a été réglée. Donc, mais on n'en parlait pas. C'est à partir de 2001 hein, qu'on a commencé à en parler. Parce qu'à l'Assemblée, l'AFP avait plus de députés que le PS, mais le PS avait plus de suffrages universels. Bon, le président Wade a parlé de ça, mais à mon avis, ce n'était pas pour tellement l'appliquer. C'était pour diviser l'opposition. Ah, en tout cas, C'était de la ruse de sa part. alors, on a vu que ça n'a pas... c'est pas passé. Alors que de 2001 à 2012, le président Wade quand même était là. Mais ça n'a jamais été appliqué. Le président Sall a mis ça dans la Constitution. Absolument. Article 58 ou quelque chose comme ça. En 2016, au référendum, jusqu'en 2024, est-ce que ça a été appliqué? Alors on a dit oui. Est-ce que c'est le président? C'est ça, parce qu'il faut vider ce débat-là. Est-ce arrive... celui qui est arrivé deuxième à la présidentielle ou bien c'est le parti d'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale? Donc, vraiment, nous estimons que c'est une question artificielle. Alors, pourquoi s'emparer d'une question artificielle? Bon, le président Diomaye a raison. Ah oui, il a raison. C'est dans la Constitution. S'il appelle à un débat sur la question n'étant pas réglée, ben forcément, il faut qu'il intègre ça dans la discussion. Mais là, il n'y a pas eu de consensus. Nous sommes pour que cette affaire soit purement et simplement sortie de la Constitution. Mais le Sénégal se veut une démocratie majeure. Oui. Et dans les grandes démocraties, on voit le président de la République consulter le leader de l'opposition dans des questions d'intérêt national. Consulter l'opposition dans des questions d'intérêt national et instituer un chef de l'opposition, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Il n'y a dans aucune grande démocratie du monde un chef de l'opposition. Ça n'existe pas. Même en Afrique, nous sommes 54 États, ça n'existe que dans 6 pays, dont le Togo, dont la Guinée, dont etc. Il y a 4 pays africains, 4 pays francophones. Donc vous pensez même que c'est un débat sans objet? Dans la tradition britannique, au Parlement britannique, il y a le chancelier de l'échiquier, c'est le chef de l'opposition. Mais les pays anglophones qui ont connu la colonisation britannique, non, même pas ça, il y en a 2 ou 3 peut-être qui ont... Non, ce n'est pas une question d'actualité. C'est le François Mitterrand, président de la République française, en juin 90 à la Baule, qui a dit aux chefs d'État africains, vraiment, il faut s'ouvrir au multipartisme, desserrer les taux, etc. Pourquoi? Parce que le bloc soviétique avait implosé. Entre la 45 et 89, 90, il y avait le bloc soviétique, l'Union soviétique,
Et le bloc occidental mené par les États-Unis, le bloc soviétique. Bon, l'Ukraine était dans le bloc soviétique, la Russie était dans le bloc soviétique. Il n'y avait pas de guerre entre eux parce qu'ils étaient dans le même ensemble. À l'époque, évidemment, c'était la guerre froide. Si vous êtes chef d'État en Afrique, tant que vous laissez l'Occident exploiter vos richesses, vous pouvez massacrer qui vous voulez. Ouais, donc, c'était la période des dictatures, des autocraties, etc., etc. Regardez le cas de Mobutu Sese Seko, qui a fait du n'importe quoi au Congo et ailleurs, d'autres dirigeants. Bon, mais puisque le bloc soviétique a disparu, le monde est devenu, j'ai dit transitoirement, unipolaire. C'est-à-dire que vraiment le monde occidental, les États-Unis à leur tête, qui font ce qu'ils veulent. Donc Mitterrand a dit, bon, il faut quand même ouvrir. C'est de là que l'affaire de chef de l'opposition est arrivée. Donc les gens disent, bon, puisqu'ils s'entretuent, moi je ne suis pas dans leur discussion interne entre puissance dominatrice, mais je suis persuadé que c'est ce type de discussion. Bon, puisqu'ils s'entretuent à longueur de journée, bon, si quelqu'un gagne, celui qui est battu là, il faut lui donner quelque chose. Pour le calmer un peu. Et je me souviens à l'avenue Kléber à Paris, pendant la crise ivoirienne, j'étais à Marcoussis, aux discussions inter-ivoiriennes là. Bon, quand les discussions se sont achevées, les chefs d'État se sont retrouvés avec Chirac, le secrétaire général de l'ONU à l'époque, Kofi Annan, etc. On a dit, bon, maintenant, on restitue. Mais, bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Le président Chirac, en tout cas, a appelé Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, le président Bongo et d'autres. Et bon, ils se sont mis à distribuer les portefeuilles. Je me demande même si le président Chirac avait lu le rapport, franchement. Et lors de cette discussion, d'ailleurs, ça qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que Soro est sorti en disant, oui, bon, ben voilà, nous, on gère le ministère, je crois que c'était le ministère des Finances et le ministère des Forces armées, en tout cas des postes clés. Oui. Et dans les discussions, Soro a voulu plus. Et il paraît que Bongo a dit, mais il faut pas être gourmand. Le terme gourmand, ça veut dire quoi? C'est le partage. Je ne dis pas que les acteurs ivoiriens étaient dans cette logique, mais ce terme signifie quelque chose. D'accord. Donc, ça veut dire que les histoires de chefs de l'opposition, c'est comment faire participer au partage du gâteau celui qui a perdu, qui, à son tour, on a même parlé de 2 milliards. Oui, absolument, de budget. Voilà, bon, non, nous on n'est pas dans ça. Rapidement, il nous reste très peu de temps. Avez-vous d'autres réserves sur les accords? Par contre, sur ce point précis, le débat de fond, c'est à quoi sert un parti politique au Sénégal? Pour moi, il faut interroger notre expérience. Le président Diouf a introduit le multipartisme intégral en 81. Ça fait quand même quoi? 20 plus 25, 45 ans. Bientôt un demi-siècle. Mais il faut évaluer cette expérience-là pour voir comment on peut faire pour que le parti politique puisse être utile. Les écoles du parti n'existent plus. On ne forme plus les gens. Moi, quand je m'engage en politique, théoriquement, c'est pour contribuer à développer mon pays. Donc, c'est autour d'une certaine pensée, d'une vision, etc., etc. Il faut former les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Si l'argent public doit aller au parti politique,
il faut qu'en contrepartie, qu'on sache à quoi sert le parti politique. Voilà. Autre point d'achoppement, le délit d'offense au chef de l'État, article 254 du Code de procédure pénale. Faut-il supprimer cet article ou bien le laisser intact vu les dérives notées ça et là sur les réseaux sociaux et dans les médias? Nous sommes pour la révision de l'article 80. C'est connu, nous l'avons... nous en avons beaucoup, nous nous sommes beaucoup affrontés avec le président Macky Sall à l'époque sur l'article 80. Alors, Pierre, non, nous devons réinventer notre système démocratique. Mais cette affaire de système démocratique, la politique nous est venue de la France, en tout cas moderne. La politique moderne nous est venue de la France. Depuis que les Français sont partis, est-ce que nous avons réinventé notre système politique? Nous ne l'avons pas réinventé. Et alors voilà, on est là, on recopie les mêmes concepts. Hein? Voilà, on fait comme si de rien n'était... Non, parce que ce n'est pas pareil. Regardez, quand... ce débat entre Trump et Elon Musk. Vous avez vu les mots orduriers qu'ils ont utilisés là-bas. Mais parce qu'en Occident, c'est comme ça. Mais chez nous, c'est pas comme ça du tout. Du tout. Donc, moi, je vais au-delà de l'article 80. Moi, je suis pour qu'on réinvente notre système, nos relations, etc., etc., etc. On peut ne pas être d'accord, discuter entre nous, mais ne pas nous insulter. Parce que ce n'est pas dans notre tradition. On ne s'insulte pas dans notre tradition. Oh, certains, oui, si vous allez à tel endroit, on s'insulte, etc. Mais pas en public. Maintenant, les temps ont changé et les valeurs se perdent. Sur les réseaux sociaux, c'est des insultes et invectives en longueur de clic. Et vous croyez qu'avec ça, on va avancer? Non, on n'avancera pas. Donc, nous ne sommes pas pour qu'on... comment dirais-je encore? On isole une question. Nous sommes... Le dialogue, j'ai dit, c'était bien, c'est bien. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup d'autres questions qu'on doit mettre sur la table, qu'on doit discuter, parce que pour moi, le Sénégal, quand même, doit avoir l'ambition. On est là à nous... Bon, c'est vrai, hein, on s'insulte, mais on ne s'envoie pas des missiles quand même. Alors que tout autour, les gens s'envoient des missiles. Ah oui, oui. Alors, si vous regardez ça, vous commencez à être quand même assez raisonnable. Autrement dit, comprenant que nous pouvons discuter entre nous, résoudre nos questions, et ça peut influer sur nos autres frères africains. Parce qu'ils vont se dire, si c'est possible au Sénégal, ça doit être possible chez nous. Donc c'est une contribution que nous devons à l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Mamadou Diop Decroix, ancien ministre, et vous êtes le secrétaire général d'Ande Jëf PADS. Merci infiniment. Je vous remercie, Pierre. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Oui, absolument, comme toujours. Merci beaucoup. Voilà, merci infiniment. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro d'Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.